Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Vous découvrez l'image. En l'espace de 20 minutes, 2 avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center. J'ai donné l'ordre pour que toutes nos ressources en matière de renseignement et de police s'attellent à retrouver les responsables et les traduire en justice. En 102 minutes exactement, les États-Unis vont connaître toute une série d'attaques. 3000 vies sont fauchées, l'histoire bascule. Il y a 20 ans, jour pour jour, se déroulaient les attentats les plus meurtriers de l'histoire des États-Unis et sans doute du monde entier. Il y a un rituel autour de cet attentat, c'est que on dit souvent, on se souvient tous de ce qu'on faisait quand on a appris les attentats du 11 septembre ou quand on est plus jeune, on a toujours un proche qui nous dit ce qu'on faisait quand les attentats se sont déroulés. C'est un événement qui a marqué le monde entier, un événement tragique, et c'était il y a 20 ans. Et c'est l'arrivée d'une nouvelle ère, l'ère du terrorisme dans le monde entier. Cette vidéo, elle se concentrera sur un rappel en détail de tous les faits de toute cette journée horrible, ce qu'on appelle la journée noire des États-Unis et du monde entier. D'abord, je vais quand même faire un rappel des faits et, en bref, de quelques éléments pour que vous compreniez un petit peu plus. Et ensuite, on parlera de la journée du 11 septembre en détail. Tout d'abord, Al-Qaïda. Pour ceux qui ne connaissent pas, Al-Qaïda, c'est une organisation terroriste islamiste qui a été formée par Youssouf Hassan et Oussama Ben Laden. Je pense qu'Oussama Ben Laden, vous connaissez un minimum. Cette organisation, elle a été formée en Afghanistan à la fin des années 80. Oussama Ben Laden, pourquoi on le connaît? C'est parce que c'est l'homme, justement, qui s'est revendiqué être le préparateur des attentats du 11 septembre. Il a été assassiné en 2011 par les autorités américaines menées par Barack Obama. On a d'ailleurs une photo qui est devenue mythique de Obama et ses équipes qui sont dans une chambre de la Maison Blanche pour préparer l'attaque contre Oussama Ben Laden en 2011. Malgré l'assassinat d'Oussama Ben Laden, Al-Qaïda existe toujours et il y a encore des actions qui sont menées, des guerres qui sont perpétrées en Afghanistan et de temps en temps dans certains pays du monde. Aussi, peut-être rappeler le terme terrorisme, parce que c'est un terme qu'on entend de plus en plus depuis les attentats de 2001, parce qu'on est rentré dans une nouvelle ère après ces attentats, mais le terrorisme, ça existait déjà bien avant. L'idée principale du terme terrorisme, c'est de gouverner par la peur. La violence est employée dans l'unique but d'atteindre un objectif politique. Mais pourquoi le terrorisme a davantage été abordé dans les médias à partir de 2001 ? Il y a deux raisons. Déjà parce que les attentats du 11 septembre ont tellement marqué les esprits que les médias en ont parlé de plus en plus. Mais l'autre explication, c'est qu'avant 2001, on comptait beaucoup moins d'attaques terroristes perpétrés aux États-Unis ou dans les pays d'Europe, c'est-à-dire tous les pays développés. Parce qu'on va pas se le cacher, les pays moins développés intéressent beaucoup moins les médias. C'est pas une idée reçue, c'est une réalité quand on sait que dans certaines formations journalistiques, on apprend la loi des 4 proximités, qui est un graphique que je vous présente ici. Ce graphique, il est un petit peu loin à analyser et je suis pas spécialiste dans ça, mais en gros, par certains articles, on peut comprendre avec ce graphique que plus un attentat est perpétré dans un pays moins développé et très loin de la France, moins les médias vont en parler. Et c'est donc pour ça qu'avant 2001, comme la majorité des attaques se déroulaient dans des pays que les médias ne s'y intéressent pas vraiment, on n'en entendait quasiment jamais parler. Maintenant, ça montre donc que depuis 2001, il y a de plus en plus d'attaques qui se déroulent dans nos pays, les pays les plus développés, la France, les États-Unis, des pays autour de nous, des pays qui ont toujours été forts, mais qui, face aux terroristes, commencent à flancher. Comme du coup le montre un graphique que j'ai trouvé. C'est un graphique qui représente l'évolution du nombre d'attaques et du nombre d'attaques déjouées entre 2000 et 2018 en Europe. Comme on peut voir en 2017, quasiment 70% des attaques en totalité en Europe n'ont pas réussi à être déjouées. Alors qu'en 2000, on a compté une seule attaque en Europe et elle a été déjouée. Ça, c'est pour ces deux petits points, Al-Qaïda, terrorisme. Voilà, vous savez exactement qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, je vais juste faire un petit point sur le World Trade Center et le Pentagone, qui sont les deux endroits qui ont été attaqués durant le 11 septembre. Le World Trade Center, c'est un terme que beaucoup de personnes ont entendu parler, qui existe toujours. C'est simplement un complexe d'immeubles qui est considéré comme le quartier d'économie le plus important
au monde. Il est situé au quartier des affaires de Manhattan, donc à New York, et il a notamment été marquant pour la présence de ses tours jumelles. Et maintenant le Pentagone, qui est officiellement le bâtiment administratif le plus grand du monde entier. C'est un bâtiment qui est situé à Washington, la capitale fédérale des États-Unis, et j'ai pas plus de stats, mais je sais qu'en 2009, il y avait 26 000 personnes qui travaillaient chaque jour dans ce bâtiment, tellement il est énorme. C'est notamment le bâtiment qui est chargé de gérer le quartier général de la défense américaine. Donc c'est un bâtiment qui est extrêmement important, c'est pour ça qu'il est si grand. C'est pour ça que durant l'expansion du terrorisme dans le monde, le bâtiment a été rénové et reconstruit sous forme de béton armé et acier. Voilà. Vous en savez un petit peu plus sur les éléments qu'on va aborder dans cette vidéo, le Pentagone, le World Trade Center, comment fonctionne le terrorisme, etc. Ça va beaucoup nous aider. Pour cette vidéo sur le 11 septembre 2001, qui résume en quelque sorte, comme vous l'avez vu dans le titre, les événements minute par minute. Parce qu'on peut penser que le 11 septembre, ça s'est déroulé sur quelques heures avec les avions qui s'écrasent dans les tours et les tours qui s'effondrent, mais on a beaucoup d'éléments grâce aux enquêteurs, qui ont permis de se refaire finalement toute la journée, de 6h du matin jusqu'à très tard dans la nuit, tous les événements qui se sont déroulés du côté des terroristes, comme du côté du président de la République américaine, comme du côté des proches des victimes. On sait tout, et je vais pouvoir vous les résumer dans cette vidéo. Elle va être longue, elle va être pesante, et je pense que ça va être très intéressant à vous expliquer en détail tout ce qui s'est passé. Je sais que cette vidéo, c'est sur un sujet sensible, en hommage aux victimes, aux familles des victimes de cette tragédie qui a touché les États-Unis et le monde il y a 20 ans. Et on y pense encore 20 ans après, et on y pensera toujours, parce que c'est un événement qui nous a tous bouleversés. Bienvenue dans cette vidéo sur le 11 septembre 2001. J'espère qu'elle va vous plaire. Installez-vous confortablement. Et c'est la première vidéo de REM. C'est parti. Nous sommes le mardi 11 septembre 2001 aux États-Unis. C'est une journée banale, la rentrée des classes s'est déroulée il y a quelques jours. Nous sommes à New York, une ville qui est tout le temps en action, avec tout le temps plein de gens dans les rues, dans les métros, pour aller au travail, à n'importe quelle heure de la journée. C'est une ville qui est constamment en action, comme toutes les grandes villes dans ce monde. Il est 6h du matin. Le ciel est en train de se lever, et pour tous les New-Yorkais, ils sont extrêmement loin de se douter que c'est la dernière fois qu'ils vont voir le ciel pendant plusieurs jours. Pendant ce temps-là, dans le ciel des États-Unis, à 6h du matin, un homme du nom de Mohamed Atta est dans un avion. Il est parti de l'aéroport international de Portland, dans le Maine, et il se dirige vers l'aéroport international de Boston, dans le Massachusetts, aux côtés d'un autre homme, Al-Boudaliz Al-Omari. À 6h45, Atta et Al-Omari arrivent à l'aéroport de Boston. C'est un des plus grands aéroports des États-Unis. Il y a beaucoup de terminals et il y a beaucoup de personnes qui circulent. Quelques minutes après, à 6h52, un autre homme, du nom de Marwan Al-Sey, appelle Mohamed Atta depuis un autre terminal de l'aéroport pour lui confirmer que tout est en place pour les attentats. Ça, c'est une confirmation, c'est-à-dire que ça a été vu, aperçu, avec des caméras de surveillance. Il y a des enquêteurs qui savent que deux personnes, ces deux terroristes, se sont appelés en plein milieu de l'aéroport pour annoncer que tout était prêt pour la phase finale de ces attentats. À 7h35, Atta et Al-Omari prennent un avion, le vol 11 de l'American Airlines, un Boeing 767, comme des passagers normaux. À 7h40, il y a d'autres pirates de l'air qui prennent place dans l'avion. Leur rôle à tous, c'est faire semblant qu'ils ne se connaissent pas. Il y a Atta et Al-Omari qui sont ensemble tous les deux dans l'avion. Et ces autres pirates de l'air sont situés à d'autres endroits éparpillés dans l'avion pour n'éveiller aucun soupçon. Ils se comportent comme des personnes normales. Est-ce qu'ils avaient un comportement suspect et peut-être douteux ? Ça, on ne le saura jamais et vous savez pourquoi. Au même moment, à 7h50 et dans un autre terminal de l'aéroport, Hani Hanjour et 4 autres terroristes prennent place sur le vol 77. 9 minutes plus tard, à 7h59, le vol 11 American Airlines, transportant 81 passagers et 11 membres d'équipage, va décoller avec 14 minutes de retard de l'aéroport international Boston-Logan à destination de Los Angeles en Californie. À 8h13, le vol 11, qui est actuellement dans les airs, passe sa dernière communication avec l'administration fédérale d'aviation,
c'est-à-dire le centre de contrôle de Boston. Seulement 1 minute après cette dernière communication, le vol 11 est piraté par Atta et ses complices, avec notamment les frères Walid et Wael al-Seri, qui se lèvent de leurs sièges respectifs 2A et 2B et qui poignardent 2 hôtesses de l'air. Atta se lève de son siège 8D et parvient à atteindre le cockpit, dont il prend le contrôle complet quelques minutes plus tard. Au même moment, à 8h14, pendant qu'il se passe cette attaque dans le vol 11, il y a le deuxième avion avec des terroristes à l'intérieur qui décolle. Il s'agit du vol 175 United Airlines, un Boeing 767 transportant 56 passagers et 9 membres d'équipage. Lui aussi a comme destination Los Angeles et 5 terroristes sont à bord. À 8h19, Betty Young, qui est une hôtesse de l'air du vol 11 qui vient d'être piratée, contacte l'American Airlines et précise qu'il y a des pirates de l'air à bord de l'avion. Le cockpit ne répond plus, quelqu'un a été poignardé en business class et je pense qu'il y a du gaz lacrymogène. Nous ne pouvons pas respirer, je ne sais pas, je pense que nous sommes piratés. Elle parle ensuite de ses 2 collègues qui viennent d'être poignardés. À 8h20, le vol 77 d'American Airlines, un Boeing 757, décolle avec 58 passagers et 6 membres d'équipage. Il décolle avec 10 minutes de retard de l'aéroport international de Washington à Dulles, en Virginie, pour Los Angeles. Au même moment, à 8h20, il y a les contrôleurs de Boston qui entendent des voix de pirates de l'air du vol 11. Je vous rappelle que Betty Young, l'hôtesse de l'air, elle est en dehors du cockpit, elle est en danger et elle essaye de rassurer les passagers, et donc elle contacte American Airlines. Elle ne contacte pas le centre de contrôle de Boston parce qu'elle n'a pas leur numéro, elle ne peut pas les contacter. Les seules informations que le centre de contrôle de Boston ont, c'est cette radio de l'avion qui permet au centre de contrôle de Boston d'entendre qu'il y a des bruits de pirates de l'air et de comprendre que l'avion a été détourné. À 8h24, il y a à nouveau une communication radio qui émane du vol 11 et qui dit « Hey, nous avons des avions, restez calmes et tout ira bien. Nous retournons à l'aéroport. » À ce moment-là, Mohamed Atta, donc celui qui pilote l'avion et qui est sans doute le dirigeant de tous les terroristes qui sont présents dans l'avion, appuie par erreur sur un bouton qui communique avec la radio, alors que de base, il voulait communiquer avec le reste de l'avion. C'est-à-dire, quand on est dans un avion, il y a toujours un bouton pour que le pilote communique avec les passagers. Là, il s'est trompé de bouton et il a appuyé sur la radio pour communiquer avec le centre de contrôle. Donc le centre de contrôle a entendu ce message qui de base était destiné aux passagers. Les contrôleurs aériens entendent donc cette communication et savent qu'il va se passer quelque chose de grave. Ils se mettent donc à alerter les autres centres de contrôle pour expliquer ce qui est en train de se passer dans un avion. Mais c'est vrai que les centres de contrôle se disent « Oui, il se passe une chose dans cet avion, pas dans plusieurs ». À 8h26 et 30 secondes, le vol 11 fait virage à 100 degrés pour se diriger finalement vers New York, alors que sa destination de base était Los Angeles. 8h32, le Command Center prévient le centre d'opération au quartier général de la FAA du possible détournement. Le Command Center établit donc immédiatement une téléconférence entre le Boston Center, le New York Center et le Cleveland Center. À 8h42, le vol 93 de l'United Airlines décolle. C'est le 4e avion qui s'est malheureusement écrasé. Il décolle de l'aéroport international Newark Liberty au New Jersey. Lui, il a pour destination San Francisco. Donc là, pour vous faire un petit point, à 8h42, il y a 4 avions parmi tous les avions qui sont dans les airs qui comptent des terroristes à bord. Et parmi ces 4 avions, il y a déjà un avion qui a été détourné par les terroristes. Et quelques minutes après, un deuxième. À 8h45, le vol 175 contenant Marwan al-Sei et 4 autres terroristes est détourné par ces derniers. Ces terroristes aussi arrivent à prendre le contrôle de l'avion. Cet événement s'est déroulé 1 minute avant le premier point tragique de l'histoire du 11 septembre. À 8h46, le vol 11 de l'American Airlines percute la face nord de la tour nord du World Trade Center à une vitesse de 790 km/h. L'impact se situe au niveau des 94 et 98e étages et l'explosion a lieu 27 minutes après le début du détournement et 8 minutes après que le NORAD est informé. Plus de 300 personnes, présentes à la fois dans l'avion comme dans la tour, meurent sur le coup à cause de l'explosion et de l'impact. À ce moment-là, il
il y a des milliers de personnes qui assistent à cela, qui savaient qu'il allait se produire quelque chose déjà 1 minute avant, parce que imaginez, un avion qui se situe à au moins 1000 mètres, voire en dessous des 1000 mètres d'altitude, ça fait un bruit immense. Et on est en plein Manhattan. Donc, beaucoup de gens ont dû voir l'avion aller à une vitesse écrasante et percuter la tour. À 8h52, 6 minutes après l'impact du vol 11, on a 2 F-15 qui décollent d'Otis Air National Guard Base et les pilotes demandent au NEADS l'endroit où se trouve le vol 11, sans savoir que cet avion s'est écrasé sur le World Trade Center. À 8h53, le vol 77, donc le 3e avion que je vous ai dit qui a décollé, vient d'être détourné par des terroristes à nouveau. À ce moment-là, un contrôleur aérien prévient le New York Center que le vol 175, donc le 2e avion que je vous ai dit, est détourné également. Je vous ai parlé des contrôleurs aériens, je vous ai parlé des personnes, des terroristes qui étaient dans l'avion. Je vous ai pas parlé du principal intéressé, le président de la République américaine. Le président George W. Bush, à cet instant, il est dans une école élémentaire qui s'appelle Emma E. Booker, en Floride, dans le cadre d'une visite prévue pour promouvoir l'éducation et la politique gouvernementale sur l'administration scolaire. Il est en présence de son conseiller, Karl Rove, et c'est lui-même qui va venir le annoncer avec une image que tout le monde a vue, qui est passée sur toutes les chaînes d'information, où l'on voit son conseiller venir lui chuchoter à l'oreille « Un avion vient de s'écraser sur le World Trade Center ». Cette image, elle a vraiment fait le tour du monde et on peut voir la neutralité sur le visage de George Bush qui essaye de ne rien montrer sur son visage malgré la froideur de cette annonce parce qu'il est face à des enfants et qu'il ne veut pas leur faire peur. Ce qui est assez troublant avec cet événement et ce qui fait un petit peu froid dans le dos, c'est que j'ai appris, en faisant quelques recherches, que George W. Bush devait normalement, durant cette journée de visite dans une école élémentaire, faire quelques points de prévention contre le terrorisme à l'école. C'est tombé vraiment le pile ce jour-là, quoi. Il est 8h56 quand le transpondeur du vol 77 est coupé. Et l'appareil disparaît du radar d'Indianapolis Center. Quelques minutes plus tard, à 9h, l'Indianapolis Center, qui est un petit peu interloqué de voir que un des avions de leur radar a complètement disparu, décide alors d'informer les agences que le vol 77 a complètement disparu et que c'est un petit peu étrange. Pour faire simple, il y a deux choses qui permettent d'expliquer pourquoi un avion disparaît des radars. C'est soit le transpondeur a été coupé, soit l'avion s'est écrasé. Alors que la première tour est en train de fumer et que des milliers de personnes sont autour de cette tour en train de se demander qu'est-ce qui s'est passé, ils allaient voir un deuxième avion volant à une vitesse de 950 km/h percuter la deuxième tour du World Trade Center. Tout le monde se demande autour qu'est-ce qui se passe. S'il y a eu une fois cet accident et qu'il y en a un deuxième, ça veut dire que ça n'est pas un accident. À 9h05, le New York Center, qui vient d'être informé de la deuxième explosion, décide de fermer totalement l'espace aérien. C'est, je pense, la meilleure décision qu'ils ont prise, seulement elle a été prise trop tard. Et ça, on peut rien leur reprocher parce qu'ils ne pouvaient pas le savoir. Au même moment, le chef de cabinet de la Maison-Blanche contacte George Bush par téléphone pour lui dire qu'il y a eu une deuxième explosion. Forcément, à ce moment-là, ça n'est plus une théorie d'accident, c'est une théorie de terrorisme, obligatoirement. À ce moment-là, c'est le chaos total. Dans Manhattan comme dans le monde entier, tout le monde a les yeux rivés sur ces tours et personne ne pense que dans deux autres avions, il y a des terroristes qui sont soit dans le cockpit, soit pour le vol 93, encore assis à leur fauteuil. À 9h20, au quartier général du FBI de Washington, il y a 250 agents qui se réunissent pour enquêter sur les potentiels attentats. Et pour moi, c'est une des informations les plus horribles, c'est qu'en enquêtant, ils se sont bien rendus compte qu'il y avait un lien entre des passagers de ces vols et des membres d'Al-Qaïda. Ça veut dire que le FBI pouvait savoir qu'il y avait des membres d'Al-Qaïda aux États-Unis et qu'ils étaient peut-être là pour prévoir des attentats. Mais comment le FBI pouvait être au courant,
et n'a rien fait. À 9h29, George Bush, qui est toujours à l'école, qui depuis plusieurs minutes est au courant de tout ce qui se passe, mais qui essaye de garder sa plus grande neutralité face aux enfants, il décide de faire un discours parce que les caméras de télévision sont là. Elles étaient au départ là pour l'entretien avec les enfants, mais là les caméras passent en édition spéciale. Il décide donc de faire un discours face aux enfants et face aux caméras pour préciser de ce qui vient de se passer à New York et surtout aux États-Unis. Aujourd'hui, nous avons vécu une tragédie nationale. 2 avions se sont écrasés sur le World Trade Center dans ce qui a tout l'air d'être une attaque terroriste contre notre pays. À 9h30, donc 1 minute après le discours de George W. Bush, le vol 93, qui est le dernier des 4 avions avec des terroristes dedans, se fait détourner par ces terroristes. Il est très vite détourné et il sort très vite de sa route initiale qui était San Francisco. Au même moment à New York, on décide de fermer l'Empire State Building, le Chrysler Building et le Rockefeller Center parce qu'on se dit, si les 2 plus grandes tours ont été attaquées, cela veut dire peut-être qu'il y a d'autres avions qui vont s'attaquer à d'autres grandes tours de New York. Alors on ferme tous les immenses bâtiments. À 9h33, il y a la tour de contrôle qui constate que le vol 77, qui était détourné depuis plusieurs minutes maintenant et qui avait disparu des radars, se dirige désormais vers l'aéroport international Ronald Reagan. C'est à 9h34 que la NEADS est prévenue par la FAA que le vol 77 a été détourné. Il a été détourné 34 minutes plus tôt quand même. Et au même moment, la FAA est prévenue que le vol 93 a également été détourné. Je pense qu'à ce moment-là, on doit se dire vers où ça va aller. Parce que ils sont au courant qu'il y a 2 avions qui ont été détournés et qui viennent de s'écraser dans les tours les plus importantes du monde. Et ils viennent d'apprendre qu'un autre avion a été détourné. Et ensuite, ils apprennent 1 minute plus tard qu'il y a un 4e avion qui a été détourné. C'est le chaos. C'est le chaos de partout. À 9h35, le vol 77 change de nouveau de direction et se rapproche du district de Columbia. Et les services secrets ordonnent l'évacuation du vice-président des États-Unis parce qu'ils se disent qu'à tout moment, un avion peut percuter la Maison-Blanche. 9h37, le vol 77 de l'American Airlines percute la façade ouest du Pentagone à 850 km/h, soit 37 minutes après sa disparition des radars. Les États-Unis viennent d'assister au 3e avion qui se crache et dans le bâtiment administratif le plus puissant du monde. 9h45, l'espace aérien de tous les États-Unis est fermé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que la panique que ça doit être aussi pour les gens qui sont dans les autres avions, parce que on leur dit qu'on doit atterrir d'urgence, sans leur dire pourquoi. Et eux, ils sont dans les avions, donc coupés du monde. Ils n'ont pas les moyens de communiquer avec l'extérieur, et surtout à cette époque, on n'a pas les téléphones portables comme aujourd'hui, on ne peut pas s'informer, et on n'a pas les moyens de pouvoir avoir de l'internet dans les avions, c'est pas encore possible. Tous les vols internationaux qui se dirigent vers les États-Unis dans le monde entier doivent atterrir tous d'urgence au Canada. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, plus aucun avion dans le monde entier ne peut atterrir sur le territoire américain. Le ministère des Transports américain va déclencher ce qu'on appelle l'opération Ruban Jaune. C'est tout simplement le nom qu'on donne à l'opération qui s'est déroulée le 11 septembre 2001, qui consistait à faire atterrir tous les avions internationaux à destination des États-Unis au Canada. Mais souvenez-vous, là on vient d'apprendre que 3 avions se sont écrasés. 2 dans les tours jumelles, 1 au Pentagone. Sauf qu'ils savent que le vol 93 est toujours avec des terroristes à bord, qu'il a été détourné et que tous les centres de contrôle ont été mis au courant. Ils savent donc que le vol 93 sera la prochaine victime. À 9h57, on connaît les informations du vol 93. On sait que les terroristes tentent d'entrer absolument dans le cockpit, mais les passagers se révoltent et veulent à tout prix les abattre. Pour en savoir plus, je vous invite à aller voir justement le film Vol 93, qui est pour moi le meilleur des films sur le 11 septembre parce qu'il retrace en temps réel ce qui s'est passé lors du vol 93. Ils ont tout tenté pour essayer de survivre jusqu'à la dernière minute. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the 2 towers. A huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way! À 9h59, la tour sud du World Trade Center, donc la 2e tour qui a été percutée, s'effondre. La force de la chute de la tour est tellement puissante qu'il y a même des bâtiments autour qui sont partiellement détruits
tellement la tour a fait de dégâts monumentaux. Cette phase-là de 9h55 à 10h05, elle est considérée comme la phase la plus noire du 11 septembre. Parce qu'il se passe 2 événements horribles, c'est-à-dire que de 1, on a l'effondrement de la première tour devant toutes les caméras de télévision du monde entier. Et quelques minutes plus tard, à 10h03, le vol 93 United Airlines s'écrase près de Shanksville, au sud-est de Pittsburgh, dans le comté de Somerset, en Pennsylvanie, à 933 km/h. À part les personnes qui étaient dans l'avion, il n'y a pas eu d'autres morts ni de blessés, puisqu'il s'est écrasé en plein milieu d'un désert. Mais de base, cet avion, en tout cas les terroristes qui étaient à bord de cet avion, avaient pour idée de s'écraser dans la Maison Blanche. Quelques heures plus tard, un 3e bâtiment cède. Manhattan s'enfonce dans l'épaisse fumée dans une très longue nuit.